Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire de la FCEI sur le plus récent budget fédéral. On va commencer la présentation dans quelques secondes. On va juste donner un petit peu de temps aux gens pour qu'ils puissent se joindre au webinaire. Alors, donnez-nous quelques secondes et on commence. Voilà, ben écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Je suis heureux de vous accueillir à ce webinaire. Je suis en compagnie de ma collègue Christina Santini, qui est analyste principale des politiques à notre bureau d'Ottawa. Premier webinaire pour Christina avec nous. Très heureux de l'opportunité de t'avoir aujourd'hui. Et heureux d'être parmi vous. Excellent. Et on est également avec Rachel Ing, Magda Yannès, Charlotte de Normandie, Alexa Milne et Astrid Agui qui assurent la sécurité et la bonne marche de ce webinaire. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter un peu l'ordre du jour pour aujourd'hui, qui est assez simple. On va commencer évidemment à parler du plus récent budget fédéral, les faits saillants, les points à surveiller. Et une fois qu'on aura fait le tour du budget, on va parler de cette nouvelle taxe pour laquelle on a eu plusieurs questions de votre part sur les logements sous-utilisés. Et également, on aura du temps pour répondre à vos questions et vos commentaires. Pour poser vos questions, vous avez un onglet au bas de l'écran. Si vous avez Zoom en anglais, c'est sûrement la lettre Q et A. Si vous avez la plateforme en français, c'est sûrement la lettre Q et R. Mais c'est à travers l'onglet questions et réponses que vous pouvez nous transmettre vos questions et non pas dans l'onglet chat qui est fermé pour le webinaire aujourd'hui. Donc, utilisez l'onglet Q&A. Puis, je veux vous dire que ça n'a pas été facile pour Christina et moi de se rendre au bureau ce matin. La météo est très mauvaise ici à Ottawa avec beaucoup de pluie verglaçante. Si jamais on disparaît de l'écran ou si on est gelé, c'est complètement hors de notre contrôle. C'est en raison de la météo qui fait des siennes aujourd'hui, en espérant qu'on puisse faire le webinaire sans problème technique. On a beaucoup parlé du budget depuis qu'il a été déposé, des columnistes, des articles dans les journaux, des émissions de télé, de radio, spécifiquement là-dessus. Et une chose qui ressort, c'est qu'on a beaucoup parlé de déficit durant ces analyses-là. Le gouvernement fait rouler la planche à roulettes et la planche à papier pour payer des différentes dépenses qui ont augmenté, bien sûr, les dettes que le gouvernement entreprend, telles que le plan dentaire, plan de santé et des crédits pour une économie propre. Exactement. Puis là, évidemment, le gouvernement avait dit on va retourner à l'équilibre budgétaire d'ici quelques années. Donc, ça avait été mentionné à l'automne passé, mais visiblement, il n'y a aucun retour à l'équilibre budgétaire dans les plans si on se fie au budget de cette année. Et donc, encore une fois, la carte de crédit fédérale est utilisée à outrance dans le contexte du budget de cette année. Puis, parlant du budget de cette année, je veux vous remercier de répondre à nos questions de sondage. Comme vous le savez, c'est de cette façon-là qu'on établit nos priorités, c'est de cette façon-là qu'on établit nos recommandations qu'on présente devant les élus. Puis, vous le savez, la FCEI, on est une organisation très respectée avec beaucoup de crédibilité. Et vos données de sondage, quand vous répondez, elles sont utilisées par les élus et par la fonction publique dans leurs travaux. Vous pouvez le voir à l'écran, là, le graphique 13 qui est dans le document du budget de cette année, comporte un graphique de la FCEI
sur le niveau de confiance des entreprises à travers le Canada. Le niveau de confiance qu'on mesure à chaque mois, vous le savez, avec le sondage, le baromètre des affaires, qui est un sondage que la FCI fait, je pense, depuis presque 30 ans, sinon plus. Et sur ce graphique, la ligne grise est votre dada, la confiance vis-à-vis les petites entreprises, pendant que la ligne foncée est celle des consommateurs. Exactement. Et on voit que le niveau de confiance des consommateurs et des entreprises a quand même chuté là, dernièrement. Mais merci encore une fois de prendre le temps de répondre au sondage qu'on vous envoie. C'est grâce à toutes les réponses que vous nous fournissez. Puis c'est aussi les commentaires que vous mettez dans les sondages qui font avancer nos dossiers législatifs. Maintenant, allons-y avec ce qu'on peut retrouver dans le budget de cette année. D'abord, il y a une entente qui a été conclue avec Visa et Mastercard pour réduire les frais de transaction par carte de crédit pour les petits commerces. Je vais y revenir plus tard. J'ai quelques diapositives juste là-dessus, mais c'est un dossier sur lequel on est très actif et on est très heureux de voir que l'engagement qui a été pris l'automne dernier, suite à de nombreuses promesses, finalement, les bottines suivent les babines, comme on dit, et le gouvernement fédéral a décidé d'inclure dans son budget des mesures spécifiques. L'assurance emploi. L'assurance emploi, je veux dire, c'est des coûts importants pour les employeurs dans la gestion de la masse salariale. Et puis là, pour les 7 prochaines années, les coûts ne devraient pas augmenter. Pour le moment, il ne prévoit pas d'augmentation au taux de contribution. Antérieurement, ils avaient projeté que ça était pour augmenter moins 7 sous par année pour chaque 100 $ pour les 7 prochaines années. Donc, pour le moment, on prend ça comme une bonne nouvelle, mais c'est basé sur les conditions économiques d'un marché de travail fort. Donc, ça peut changer, mais pour le moment, on va prendre ça comme une bonne nouvelle. On souhaite qu'il n'y aura pas plus d'augmentation au taux de cotisation d'assurance emploi. Tout à fait. D'autres bonnes nouvelles, la fiducie collective des employés qui permettra l'achat de PME par les employés de cette entreprise-là va être facilitée avec la mise en place d'un programme de fiducie. Donc, on va voir attentivement de quelle façon le programme va se déployer, mais dans les 10 prochaines années, c'est le 3/4 des PME, 3/4 des propriétaires de PME qui disent qu'ils vont vouloir vendre ou se départir de leur entreprise. Donc, vendre aux employés plus facilement, ça vient s'ajouter au fond aux options qui vont s'offrir aux propriétaires d'entreprise s'ils décident de vendre leur entreprise dans les prochaines années. Le commerce interprovincial, il y a une notion qui a été mentionnée dans le budget pour élaborer un cadre qui viserait la reconnaissance mutuelle des normes réglementaires. Qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance mutuelle des normes réglementaires? Ça veut tout simplement dire que si un produit a rencontré toutes les exigences réglementaires au Québec et peut être vendu au Québec, l'idée, c'est que le même produit peut être vendu en Ontario sans rajouter de processus réglementaires pour avoir accès au marché. Ce n'est pas fait. Attention, on vise à élaborer un cadre, donc ce n'est pas arrivé dans un cinéma près de chez vous. Là. Je veux dire, il reste encore du travail à faire, mais c'est un concept qu'on pousse depuis quelques années pour faciliter le commerce entre les provinces, pour faciliter, si vous avez des places d'affaires dans une province et dans une autre, ça va faire en sorte que vous allez dépenser moins d'argent en paperasserie. La taxe d'assises sur l'alcool a été augmentée à seulement 2 %. Elle devait augmenter, imaginez-vous, à 6 %. Donc, on est très heureux de la baisse de l'augmentation, mais ça reste une augmentation, mais c'est une augmentation moins forte. Donc, on continue à faire du travail là-dessus parce que la taxe est censée augmenter à chaque année. Basée sur l'indexation. C'est une indexation automatique et bien sûr, on aimerait bien qu'ils ramènent
l'autorité d'augmenter ces taxes d'accise-là au Parlement, aux décisions des élus et que ça ne soit pas automatiquement augmenté chaque année. Exactement. Et donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à regarder de très près et puis on va suggérer au gouvernement de changer ses habitudes pour pas que les taxes augmentent automatiquement. Puis, le dernier point sur la diapositive, c'est une déduction pour l'achat d'outils pour les gens de métier. Donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont des gens de métier, puis vous achetez, pour toutes sortes de raisons, c'est vous qui achetez vos propres outils. La déduction était de 500 $ depuis quelques années. Elle a été augmentée et maintenant, c'est 1 000 $. C'est une très bonne nouvelle. Puis, en espérant que vous puissiez donc bien profiter de cette déduction augmentée si ça vous concerne. Donc, je parlais des cartes de crédit. Très bonne nouvelle, un dossier prioritaire pour la FCEI. Avant de parler un peu de la réduction et de ce qu'on retrouve dans le budget à ce moment-ci, je veux vous rappeler certains principes qui guident nos actions dans ce dossier-là. D'abord, suite à nos sondages, c'est le 3/4 des propriétaires de PME qui ont indiqué qu'un taux de 1 % ou moins serait acceptable pour les frais visant à accepter les paiements par carte de crédit. Donc, on souhaite vraiment que ce taux-là de 1 % ou moins soit reflété dans l'entente qui a été conclue avec Visa et Mastercard. S'assurer que la réduction s'applique aux transactions en ligne, pas seulement en magasin. On fait beaucoup de ventes, beaucoup plus de ventes et c'est quelque chose qui va continuer à progresser, de faire des ventes en ligne, d'avoir une plus grande part de son chiffre d'affaires qui vient de transactions non en personne, donc en ligne. Donc, s'assurer que la réduction s'applique aux transactions en ligne. Puis la dernière chose, très rapidement, c'est le code de conduite. Ça a été établi il y a plusieurs années suite au travail de la FCEI. Le code de conduite, ça vise à regrouper les gens de l'industrie ensemble avec la FCEI et d'autres parties prenantes pour s'assurer que l'écosystème du paiement par carte de crédit évolue avec le temps et soit le reflet des conditions de marché. Et donc, nous, on veut vraiment que ce code de conduite-là soit protégé et bonifié pour protéger davantage les activités en lien avec le paiement par carte de crédit, notamment la rétrofacturation et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui se retrouvait dans le budget concernant la réduction des cartes de crédit? D'abord, selon le gouvernement, 90 % des entreprises qui acceptent des paiements vont avoir des réductions qui pourraient aller jusqu'à 27 % des coûts pour accepter les paiements par carte de crédit. Évidemment, là, c'est important, c'est au conditionnel. Là. Donc, les entreprises pourraient avoir une réduction pouvant aller jusqu'à 27 %. On n'a pas les détails de tout ça, mais c'est la déclaration du gouvernement dans son budget. Les réductions vont permettre d'économiser 1 milliard de dollars sur 5 ans. Le gouvernement s'attend à ce que les engagements pour réduire les frais pour les entreprises n'auront pas d'impact négatif sur celles qui pourraient être exclues de l'entente avec Visa et Mastercard. Le gouvernement souhaite qu'il y ait d'autres sociétés de cartes de crédit qui mettent en place des mesures similaires, pour ne pas les nommer American Express notamment, et que les économies soient refilées aux propriétaires de PME. Donc, qu'il n'y ait pas de frais cachés qui s'ajoutent ailleurs, puis que là, finalement, oui, on baisse les taux, mais il y a des taux qui augmentent ailleurs, puis l'économie, elle ne se fait pas ressentir. Donc, c'est un peu le principe derrière ce commentaire-là qu'on a dans le budget de cette année. Et aussi que les intermédiaires, les payment processors, passent les économies aux marchands. Exactement, exactement. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est le comment, le quand et le qui. C'est-à-dire comment ça va s'appliquer.
quand l'entente va entrer en vigueur, puis qui va bénéficier de cette mesure. C'est très important que ces détails-là soient connus le plus rapidement possible. Et évidemment, dès qu'on va avoir les détails de l'entente, on va vous les communiquer. On sait à quel point c'est important le dossier des cartes de crédit pour un très grand nombre de petits commerçants. Et puis, chez nous, là, notre président est en conversation avec le département des finances, les compagnies de cartes de crédit, l'équipe d'Ottawa, Christina, moi-même et Corinne Pullman, notre vice-présidente principale. C'est un dossier sur lequel on est très impliqué, donc on va vous partager de l'information dès que possible. Et sur cette note-là, on vous encourage de continuer à signer la pétition qui est disponible sur notre site web. Il y a un lien associé à la diapo aussi. Je crois qu'on a eu aussi, 6 000 signatures? Oui, près de 6 000 signatures de cette pétition-là en quelques semaines seulement. Les pétitions, vous le savez, là, ça nous aide dans notre travail législatif. Quand on se présente devant les élus, quand on écrit des communications aux élus, puis qu'on mentionne qu'on a des pétitions et qu'on partage les signatures, bien évidemment, ça rend le dossier plus concret. C'est du vrai monde qui ont des vrais business qui sont aux prises avec un enjeu. Donc, si vous ne l'avez pas déjà signé cette pétition-là, on vous encourage à la signer le plus rapidement possible. J'imagine que vous connaissez notre partenaire Chase, qui est partenaire de la FCI depuis de nombreuses années. Puis quand l'annonce de la réduction des frais de transaction par carte de crédit va être faite et que le détail de l'entente entre Visa et Mastercard va être connu, la meilleure façon de bénéficier des rabais qui vont être mis en place, c'est d'être un client Chase. Donc, si vous n'êtes pas déjà un client Chase, je vous invite à consulter notre site web, à consulter l'offre qui est valide jusqu'au 30 avril, qui pourrait vous faire sauver 400 $ sur vos frais de transaction et de paiement. Exactement. Et une des raisons que Corinne dit toujours qu'on peut s'assurer qu'avec Chase, vous bénéficiez des épargnes, c'est tout simplement parce qu'on est partenaire avec eux. Apparemment, ça fait partie de l'entente que les mesures, les bénéfices des politiques soient transmis aux clients. C'est là où on peut exercer un peu de pression sur le marchand. Et donc, ça fait un peu le tour des faits saillants positifs du budget. On ne peut pas dire qu'il y avait grand-chose à se mettre sous la dent. Mais vraiment, là, le gain pour les frais de transaction par carte de crédit, c'est important et on va continuer à vous tenir au courant des différents développements dans ce dossier-là. Oui. Et maintenant, on va aller dans ce qui était absent du budget ou les éléments qu'on va surveiller de près. Bien sûr, on a reçu beaucoup de questions et de commentaires à travers l'année, mais aussi pour les enregistrements de ce webinaire. Des commentaires d'Isabelle Priveau, José Archambault, Rhonda Hammer, Francis Bouffard, désolé, et j'imagine beaucoup d'autres concernant qu'est-ce qui se passe avec le CUEC, c'est-à-dire le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. On a fait beaucoup d'engagements, au-dessus de 90 réunions avec différents députés. Ils sont sensibles à cela étant un sujet. L'année n'est pas finie encore. Pour le moment, les prêts vont venir à jour à la fin de cette année calendrier. Il doit être payé en totalité pour bénéficier de la partie subvention. Nous cherchons à repousser cela jusqu'à 2025 ou au moins 2024. Nous mettons toujours nos efforts à là et nous avons une pétition sur ce sujet-ci. Je crois que tu me disais qu'il y avait 18 000 signatures. 18 000 signatures pour la pétition en lien avec le CUEC. C'est énorme. Si vous ne l'avez pas déjà signé, je me répète, mais allez sur notre site web, signez-la. 18 000, c'est beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc, merci à tous ceux qui l'ont signé et aidez-nous à vous représenter en signant les pétitions. Nous avons l'intention de redoubler nos efforts d'ici la fin de l'année pour voir si nous ne pouvons pas aller chercher ce rapport de date et un maintien à la portion subvention.
nous savons que c'est une de vos priorités et c'est l'une de les nôtres. Nous cherchons aussi à voir si un processus d'appel ne pourrait pas être mis en place pour les entreprises qui ont été considérées inadmissibles et que ce n'était pas de la fraude ou quoi que ce soit. Donc, juste leur donner un processus administratif pour amener en avant de l'information qui aurait appuyé leur cas et qui les aurait considérés admissibles après tout. Des fois, de temps en temps, ils ont été trouvés inadmissibles à cause des erreurs administratives. Puis comme Christina le mentionnait, donc, il n'y a pas d'annonce sur le CUEC dans le budget, mais ce n'est pas nécessairement une mesure budgétaire. Donc, le gouvernement pourrait annoncer dans quelques mois des changements au compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et donc, même s'il n'y a pas eu quelque chose d'annoncé dans le budget, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir des changements à apporter dans le futur. Puis, Christina l'a mentionné, ça demeure une de nos priorités de prolonger la date de remboursement pour donner plus de temps aux entrepreneurs à payer et ainsi garder la portion subvention qui vient avec ce programme. D'autres points qui étaient dans le budget et qu'on va surveiller de près, c'est bel et bien des petits, ce qu'on appelle guardrails ou des encadrements qu'ils cherchent à mettre autour des provisions qui ont été introduites pour C-208. Pour ceux qui n'ont pas tout le contexte, C-208 a permis, ou les amendements produits par ce projet de loi-là, a permis que les transferts intergénérationnels soient traités de la même manière que les transferts à des étrangers. Avant, si tu passais votre entreprise ou vous vendiez votre entreprise à votre enfant, c'était traité d'une manière où vous payez un fardeau fiscal plus onéreux et vous étiez désavantagé dans cette transaction-là, comparé à l'avoir vendu à un étranger. La loi 208 qui a passé a permis que les deux soient traités de la même manière. Ce que le gouvernement cherche à faire, c'est de s'assurer que c'est un transfert qui est bel et bien un vrai transfert et qui n'est pas une manière de détourner la loi fiscale pour en tirer profit. Donc, si vous vendez à l'enfant prend contrôle. Nous allons voir et garder un œil sur comment est défini les paramètres du transfert et le contrôle, et ainsi, c'est quoi la définition d'un transfert intergénérationnel. Et vous tenir informé de ces développements-là. Mais c'est ça qu'ils cherchent à faire, c'est juste d'encadrer. Nous voulons que l'esprit de la loi initiale soit maintenu intègre. Vis-à-vis les modifications qui sont apportées au Code canadien du travail, ceci touche seulement les entreprises qui sont sous la régulation du gouvernement fédéral. Donc, les transports internationaux, les transports interprovinciaux, les exploitations des ressources naturelles. Ces entreprises-là ont vu et se sont fait assujettir à beaucoup de changements au Code du travail qui s'appliquent à eux dernièrement, tels que 10 jours de congé de maladie payés. Dans le budget, on a vu qu'ils annonçaient qu'ils étaient pour avoir des changements vis-à-vis les classifications de travailleurs. C'est surtout pour essayer de décourager ou d'encadrer le gig work. Des interdictions aussi vis-à-vis recourir à des travailleurs de remplacement. Ceci fait partie de leur entente avec le Parti nouveau démocratique. Et juste pour faire un peu de pouce là-dessus, Christina a mentionné quelques secteurs qui sont sous réglementation fédérale, le camionnage interprovincial, l'exploitation des ressources minières. Donc, il y a une série de secteurs qui sont sous réglementation fédérale. Donc, si vous n'êtes pas certain ou si vous voulez savoir c'est quoi les secteurs, vous pouvez regarder sur notre site ou nous contacter. On va partager l'information avec vous. Puis les travailleurs de remplacement, il y a déjà des lois qui existent au Québec et en Colombie-Britannique. Et on se rend compte qu'il y a plus d'arrêts de travail, il y a plus de grèves dans ces provinces-là où il y a des lois pour empêcher les travailleurs de remplacement que dans les provinces où il n'y en a pas. Et donc, on continue à suivre le dossier de près. On vous a sondé il n'y a pas si longtemps pour connaître votre opinion pour les travailleurs de remplacement. Et basé sur les sondages, les résultats de sondage, bien, nous, on continue notre travail pour s'assurer que les élus
connaissent la position des membres de la FCI dans ce dossier-là. Oui. Il n'y a aussi eu aucun développement vis-à-vis de la taxe carbone. Le reste du Canada, j'imagine pas au Québec et à Colombie-Britannique, il y a un système différent, ont vu l'essence augmenter au cours de la fin de semaine. La taxe carbone est passée de 50 $ à 65 $ la tonne. Donc, c'est quand même pas mal une forte augmentation et ça va continuer pour les années qui viennent. On demande et on fait des réclamations au gouvernement de geler cette taxe. C'est un facteur important en termes d'intrants, que ce soit pour la transportation ou l'énergie, et aussi de repenser la formule c'est censé être une taxe à revenu neutre et on voit que surtout pour les entreprises, mais aussi pour les individus, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le temps de retourner à la table et de repenser comment vous mettez en place ce programme et même peut-être reconsidérer si c'est une taxe qui est le meilleur instrument pour venir à l'objectif attendu qui est bien sûr réduire notre impact sur le climat. Juste pour rajouter là-dessus, quand la taxe a été mise en place en 2019, le gouvernement avait promis de retourner au moins 10 % des recettes de la taxe aux PME. Et jusqu'ici, la remise aux PME est proche de zéro. Il n'y a presque rien qui a été retourné aux PME. Donc, c'est une taxe qui est inéquitable et qui ne permet pas de rencontrer les objectifs pour les PME qui sont touchés par cette taxe-là. Donc, on continue à surveiller la situation de près et à faire des recommandations régulièrement auprès du gouvernement fédéral pour rétablir l'équité concernant la taxe carbone. Et l'autre élément qu'on espérait qu'il soit dans le budget, mais qui ne l'était pas et qu'on va continuer à amener à l'attention du gouvernement, c'est prolonger les déductions pour l'amortissation accélérée ou les rentes permanentes. Ça, c'est aussi reconnu comme incitatif à l'investissement accéléré. Ça permet aux entreprises qui investissent dans le capital de déduire une plus grande portion de l'investissement dans leur première année d'utilité. Ce montant qui peut être déduit va commencer à réduire et revenir vers normal en 2024 et 2027. Nous demandons un délai ou même rendre permanent les mesures qui sont en place qui donnent un avantage fiscal ou le choix de prendre un avantage fiscal en déduisant plus les premières années où vous pouvez toujours choisir d'amortir sur une cédule normale. Si on passe à la prochaine diapositive, donc les dépenses, les déficits, Christina, tu l'as mentionné au début, quand on avait la belle caricature avec la carte de crédit. On ne voit pas de fin au déficit. Dans le mise à jour économique cet automne, il était censé d'avoir une fin au déficit en 2027-2028. Bien là, en fin de compte, non, on est toujours dans le rouge. Seulement les charges sur le service de la dette vont atteindre 50 milliards de dollars en 2027-2028. Ça veut dire que le Canada est de moins en moins un pays attirant pour l'investissement. Puis aussi, ça t'a demandé si tellement on va vers les charges pour le service de la dette, bien, c'est l'argent qui ne va pas envers d'autres investissements qui pourraient aider à croître l'économie. Donc, c'est pour ça que les déficits budgétaires, c'est quelque chose qu'on garde à l'œil, tout simplement pour s'assurer que c'est un bon environnement de travail pour tout le monde, d'opération pour tout le monde. Puis quand on vous pose des questions à ce sujet-là, de retourner à un équilibre budgétaire, avoir un contrôle sur les dépenses publiques, ça fait toujours partie des priorités qui sont parmi les plus importantes. Et donc, on s'assure que ce message-là soit au moins connu de la part des élus. Et on va continuer, au fond, on va continuer à éduquer les élus à ce sujet-là et on va continuer à monitorer la situation pour les inviter à faire des améliorations dans ce dossier-là. Je vais revenir sur le sujet de réduction de taxes d'impôt. Clairement, il n'y en avait pas dans ce budget. Mais l'autre élément, ce qu'on voudrait discuter, c'est ce qui était aussi manquant en grande partie, c'était vis-à-vis des mesures pour aider les petites et moyennes entreprises pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre.
Ça étant dit, les politiques d'immigration, dernièrement, ils ont fait plein d'annonces ici puis là, telles qu'ils ont permis aux étudiants internationaux de travailler autant d'heures qu'ils voulaient. Ils sont plus limités à 20 heures. Les dépendants et les époux des travailleurs étrangers avec des compétences plus élevées ou un niveau plus élevé peuvent maintenant avoir des permis de travail. Eux aussi, ils cherchent aussi à étaler ça à des individus qui sont considérés à avoir avant c'était des NOx, excuse-moi, des compétences un peu moins élevées. Et ça devrait être annoncé dans les prochains mois. Donc, ils essaient sur le côté de l'immigration de simplifier les processus. Et pour nous, vous nous aviez dit que c'était une mesure efficace pour adresser les pénuries de main-d'œuvre. Ceux d'entre vous qui l'ont utilisé, ça l'a aidé à adresser vos besoins en 52 %. Nous espérons que les mesures pour simplifier ces processus-là que nous avançons, les recommandations que nous avançons, vont faire que c'est encore plus utile et plus attirant. Nous faisons aussi des démarches pour encourager le gouvernement d'appuyer les investissements dans l'automatisation parce que cela pourrait bien aider avec les pressions de main-d'œuvre. Oui, je suis certain que les problèmes de main-d'œuvre, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien pour beaucoup d'entre vous. Puis, Christina vient de le mentionner, là, il manquait certaines choses dans le budget, mais soyez rassurés, c'est quelque chose sur lesquels on travaille au quotidien. On a beaucoup de rencontres avec les élus pour leur parler de l'importance d'avoir des mesures qui vont favoriser l'embauche de travailleurs, par exemple, les travailleurs expérimentés, ceux qui sont soit proches de la retraite, comment les garder sur le marché du travail, ceux qui sont déjà à la retraite, comment les ramener, ceux qui veulent sur le marché du travail, même si c'est 2 ou 3 jours par semaine. Donc, il y a plein de mesures qu'on peut mettre en place qui vont favoriser la main-d'œuvre et l'embauche de travailleurs. L'automatisation, immigration, tout ça, c'en est. C'était décevant ce qu'il n'y avait pas dans le budget, mais on va continuer à travailler pour que le gouvernement mette en place des mesures qui vont vous aider avec votre main-d'œuvre. On les encourage aussi à mieux communiquer ce qu'ils ont déjà fait. Par exemple, très peu d'individus peuvent savoir que le supplément de revenu garanti maintenant permet l'exemption jusqu'à 5 000 $ d'argent gagné du travail. Ça pourrait être de l'information qui serait très pertinente pour les travailleurs âgés ou expérimentés. Et si on passe à la prochaine diapositive, c'est sur certaines mesures fiscales sur lesquelles notamment Christina travaille et puis peut-être tu veux en expliquer quelques-unes. Oui, donc on cherche à voir si on pourrait avoir des réductions d'impôts pour les petites et moyennes entreprises, soit en augmentant le seuil de déduction accordé aux petites entreprises, et ou en diminuant temporairement au moins le taux d'impôt que les petites entreprises font face, surtout pendant qu'on est encore en train de revenir à la normale, sachant que pour beaucoup d'entreprises, au moins 52 % ne sont pas revenus à leur revenus antérieurs à la pandémie et qu'on parle de revenus et non de profit. Donc, j'imagine qu'avec l'inflation, l'augmentation des charges sur vos dettes, c'est pas la même chose et c'est pas si facile. Donc, de temporairement réduire le taux d'impôt, ça pourrait faire un allègement fiscal qui serait bienvenu. Mettre fin aux augmentations des coûts salariaux cachés. Ça, encore une fois, je faisais référence plutôt les employeurs qui tombent sous le Code du travail canadien fédéral. Maintenant, doivent payer 10 jours de congé de maladie. Ils doivent offrir des jours payés personnels. Les jours payés de vacances ont augmenté, etc. On voit qu'il y a eu beaucoup de changements à la législation et au Code du travail fédéral. C'est quelque chose qu'on amène à l'attention en termes de la totalité des coûts aux élus et aux fonctionnaires pour leur dire qu'ils doivent prendre ça en tête et aussi essayer d'indemniser un peu les entrepreneurs qui sont assujettis à ça. Nous demandons aussi à instaurer un partage 50-50 aux cotisations d'assurance-emploi. À ce moment, les employeurs payent 60 % et les employés 40 %.
cela est en biais du fait de l'équitabilité, mais aussi quand le 60-40 a été introduit, l'employeur avait le pouvoir de décider quand les décisions de l'employeur faisaient que l'employé avait plus d'emploi. Maintenant, de plus en plus, le contrôle, c'est dans les mains de l'employé et c'est plus de la couverture pour des absences du travail et non une perte de travail. Donc, ça, c'est ce qu'on essaie de sensibiliser pour avancer et chercher à réduire les coûts qui sont payés vis-à-vis de l'assurance-emploi. Et on le sait, là, les coûts les taxes sur la masse salariale, l'assurance-emploi, le régime de pension du Canada ou le régime des rentes du Québec, c'est un coût important que les propriétaires de PME doivent prendre en charge. Et donc, nous, on veut s'assurer que les coûts reliés aux taxes sur la masse salariale soient moins élevés et plus gérables pour les entrepreneurs, donc que ce soit à travers les cotisations à l'assurance-emploi, comme Christine l'a mentionné, les crédits d'impôt, toutes sortes de choses. On continue à travailler fort pour baisser le fardeau fiscal auquel vous faites face. Je crois qu'avant qu'on continue, peut-être on va voir si on ne peut pas répondre à quelques-unes de vos questions. J'ai un œil sur le chat, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les placer. Puis on a aussi eu des questions en avance. Oui, et je vous rappelle qu'on vous demande d'utiliser l'onglet Q&A, Q&R pour poser vos questions, mais les questions qu'on a reçues à l'avance, c'était beaucoup sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le CUSC. Est-ce que la date a été prolongée? Est-ce que la portion subvention a été augmentée? Est-ce qu'il y aura différentes dispositions là, pour alléger le remboursement des propriétaires de PME? Donc, comme on l'a dit plus tôt tout à l'heure, il n'y a pas de mesure dans le budget qui concerne le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, mais comme on vous l'a dit également, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'annonce dans le budget que le dossier est fermé. Le gouvernement pourrait arriver et dire plus tard cet été ou à l'automne, voici, on fait des changements. Et nous, on va continuer à faire nos recommandations pour permettre aux entreprises d'avoir un petit peu plus d'air concernant le CUSC. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine diapositive. On a une petite question. Oui. Je me demanderais comment fonctionne le chargeback sur les ventes d'équipements internationaux B2B. Je crois qu'on n'est pas dans ces détails-là à ce moment. Je ne sais pas si je peux répondre spécifiquement à cette question-là. S'il y a des questions qui demandent plus d'explications, s'il y a des questions qui demandent plus de précision, on ne peut pas y répondre présentement. Donc, on va faire un suivi avec vous après le webinaire et on a nos conseillers aux entreprises qui peuvent prendre vos appels, vos demandes par courriel. Puis, on pourra également vous fournir les réponses de cette façon-là après les webinaires. Alors, si on passe à la prochaine diapositive sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Alors, il y a Rachel qui se joint à nous pour présenter cette diapositive-là. Mais avant d'aller plus loin, on a un petit sondage pour vous demander si, en tant que propriétaire d'entreprise, vous possédez un immeuble résidentiel à titre de fiduciaire ou à titre d'associé d'une société. Donc, vous avez la question à l'écran et puis peut-être qu'on veut prendre quelques secondes prenez quelques secondes pour y répondre. Ça va nous donner une idée du nombre de personnes qui ont ou non ce genre de résidence-là. Je ne sais pas si on peut mettre à l'écran les résultats, Charlotte. Bon, peut-être qu'on n'a pas les résultats encore à partager avec vous, mais en tous les cas, lorsqu'on a fait le même webinaire
Voilà. Et voilà ici, 11% des gens ont une résidence. Et 2% ne sont pas sûrs. OK, alors c'est 11% de vous qui pourraient être concernés sur cette taxe sur des logements sous-utilisés. En effet, on a bien entendu, nos RAE ont bien entendu des soucis de membres à ce sujet de cette nouvelle taxe fédérale sur les logements sous-utilisés. Alors, c'est pour ça qu'on voulait mieux savoir si peut-être que ça vous concernerait. Alors, en gros, cette taxe a été annoncée a été annoncée en 2021 sous la forme d'une taxe de 1% sur la valeur des propriétés résidentielles vacantes ou sous-utilisées appartenant aux étrangers. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et l'ARC a mis en œuvre l'obligation de produire une déclaration qui affecte aussi certains propriétaires canadiens. Par exemple, ceux qui font partie d'une société privée sous contrôle canadien, ceux qui sont des citoyens ou résidents permanents du Canada qui sont fiduciaires d'une fiducie ou d'une société de personnes. Alors, si vous êtes un propriétaire assujetti à la taxe, vous devez produire une déclaration de 6 pages, plutôt compliquée, pour chaque immeuble résidentiel que vous possédez au Canada. Peu importe si vous devez payer la taxe ou non, des pénalités importantes pourraient vous être imposées si vous produisez votre déclaration en retard. Les propriétaires particuliers pourraient payer une pénalité minimale de 5 000 et ceux qui sont des sociétés, une pénalité minimale de 10 000. Alors, la date limite pour remplir le formulaire et faire le paiement, si c'est nécessaire, est le 30 avril. Mais cependant, nous avons plaidé en faveur et obtenu le report des pénalités et des intérêts jusqu'au 31 octobre 2023. Alors, aucune pénalité ou intérêt ne sera appliquée pour les déclarations et les paiements TLSU que l'ARC reçoit avant le 1er novembre 2023. Et ça, c'est vraiment le travail de Rachel parce que depuis qu'on a commencé à recevoir des appels plus régulièrement au sujet de cette nouvelle taxe-là, ça a été rapide. On a envoyé une lettre à la ministre des Finances lorsqu'on a rencontré la ministre Leboutillier, la ministre de l'Agence de revenus du Canada. On lui a fait part de cet enjeu-là lors de cette rencontre-là. Et donc, on a été rapide dans le dossier pour avoir des éclaircissements. Malheureusement, il y a encore des petites zones grises. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Puis là, il y a des questions ici qui rentrent. Il y a Cathy qui demande si l'entreprise détient une maison pour héberger les travailleurs étrangers qu'ils ont sur leur ferme, ceux-ci payent un loyer. Est-ce que ça s'applique à leur entreprise? Ça dépend de la sorte de résidence, du sorte de logement utilisé. Alors, d'habitude, les types de logements pour les TET, c'est ou bien des pensions ou des maisons de chambre qui ne sont pas nécessairement considérées comme résidentielles pour cette loi. La deuxième option, c'est une maison mobile qui aussi n'est pas considérée résidentielle pour cette loi. Mais par contre, si c'est une maison individuelle, une déclaration pourrait être exigée. Donc là, Cathy a rajouté dans le chat, Cathy qui posait la question, elle a rajouté dans le chat maison résidentielle. Alors, ça se peut que tu devrais faire une déclaration pour chaque maison résidentielle que tu fournisses comme logement à vos TOT.
Et donc, Rachel, juste pour être bien certain, le fait de remplir le formulaire, ça ne veut pas dire que tu dois payer la taxe. Exactement. Un des gros points pour cette taxe-là, c'est si vous êtes assujetti à la taxe, vous pouvez probablement trouver une exemption pour éviter de payer la taxe, mais pour éviter de payer la taxe, il va falloir que vous participez à cet exercice de papasserie. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent participer à d'autres genres d'exercices que des exercices de paperasserie. Mais effectivement, il faut remplir la déclaration. Vous n'avez pas le choix là, si vous êtes assujetti. Et donc, Rachel et son équipe peuvent vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec eux et avec elle. Et puis, ils pourront vous aider. Et il y a aussi des ressources qu'on va mettre sur le site Web bientôt. Un FAQ, là, les questions les plus souvent posées, une espèce de tableau qui va vous permettre de voir si vous êtes ou non assujetti, la déclaration et tout ça. Donc, il y a des ressources qu'on met à votre disposition prochainement sur le site Web. Et donc, en espérant que ça va vous aider. Puis si jamais avec tout ça, vous avez toujours des questions, Rachel et son équipe sont là pour vous aider. Il y a une question de Diane. C'est ça, concernant s'il y aurait des réductions de frais pour les paiements effectués par Interact d'une banque canadienne ou de Caisse Desjardins ou pour des outils de paiement comme PayPal. Ouais, dans le budget, en tous les cas, ce qui est mentionné, ce sont les réductions de frais pour les transactions par carte de crédit. Dans le budget, il n'est pas question d'Interact ou de PayPal. Déjà, les frais de transaction par PayPal et avec carte Interact sont nettement plus bas que les frais de transaction par carte de crédit. C'est pour ça qu'un des principes qu'on met de l'avant, c'est de protéger les paiements par carte Interact pour les marchands. C'est beaucoup plus, c'est moins cher, là, donc mais il n'y avait rien dans le budget pour les outils comme PayPal ou une carte comme Interact. Pour connaître pour avoir plus de détails sur ce qu'on demande et les actions qu'on prend dans le dossier des cartes de crédit, il y a une section sur notre site Web qui peut vous informer davantage. Mais je le répète, là, le budget de cette année concernait vraiment les frais de transaction par carte de crédit et c'est ce qui est mentionné dans le document du budget de cette année. Et l'entente serait principalement avec Visa et Mastercard, mais ils ont utilisé le budget et ils vont sûrement utiliser les autres outils de communication pour encourager les concurrents, que ce soit Amex ou autres, de aussi réduire leurs frais. Donc, ça pourrait avoir un impact sur l'écosystème en général. Puis, il y a une question qui a été envoyée à l'avance concernant les frais de carte de crédit. Là, il y en a plusieurs, on a reçu plusieurs, mais il y a Jacinthe qui demande si les baisses de frais de carte de crédit vont être rétroactifs. Donc, on n'a pas les détails de l'entente. On ne sait pas à quel moment celle-ci va entrer en vigueur. On ne sait pas si ce sera à partir d'une date antérieure à aujourd'hui ou si ce sera au moment où l'annonce va être faite ou si ça va être une date ultérieure. Mais je l'ai dit et je leur ai dit, là, on va communiquer les détails rapidement dès qu'on va les avoir. Et puis, il y a une autre question dans l'onglet Q&A ici, comment remplir cette déclaration, donc la déclaration pour les immeubles, les logements sous-utilisés. Oui, alors ça dépend de la manière dont tu es propriétaire de vos immeubles résidentiels. Alors, il y a un formulaire, le UHT 2900, qui peut être soumis par courrier. Il y a aussi un formulaire de web. Il y a aussi un petit questionnaire que tu peux trouver sur mon dossier d'entreprise ou représenter un client. Et il y a aussi
si vous vous faites partie de a corporation, une société, là, vous devrez demander vous devez créer un numéro de l'ARC pour soumettre vos déclarations. Parfait. Merci, Rachel. Encore une fois, tu sais, c'est quelque chose qui est quelque chose qui peut être complexe là, selon le type d'entreprise que vous avez, comment celle-ci est organisée légalement parlant. Donc, la première chose, je pense, c'est d'aller voir le formulaire, de le remplir au meilleur de vos connaissances, voir un peu de quoi il s'agit, de prendre en note les ressources qu'on a à votre disposition sur notre site Web qui vont vous aider. Et puis, si jamais il y a des éléments qui vous manquent à ce moment-là, c'est sûr qu'on va vous aider avec la déclaration. On a eu aussi une question là, sur la pénurie de main-d'œuvre qui nous vient d'un propriétaire de compagnie de plancher, si je comprends bien. Donc, des mesures incitatives, existe-t-il des mesures incitatives pour l'embauche des personnes de 65 ans et plus? Et ça, c'est un dossier sur lequel on travaille pas mal fort ici au fédéral. Là. Oui. On travaille de la perspective d'aider les travailleurs à réduire les barrières pour rentrer ou rester dans le marché de travail. Vis-à-vis le gouvernement dernièrement, là où il met l'argent, c'est plus dans l'entraînement et la réintégration. Par exemple, ce budget-ci investit 625 $ dans les ententes des développements des compétences et l'appui à la recherche du travail, qui est transféré aux provinces et qu'eux, ils administrent basé sur des différents paramètres. Donc, ils ont mis de l'argent à cet égard-là, mais plus sur le côté d'entraînement et d'intégration au marché du travail. Et on a aussi eu une question de Josiane Girard, elle qui est dans le secteur agricole, qui, au fond, se demande, là, avec toutes les augmentations sur le salaire minimum, quels pourraient être les impacts pour elle et les autres entreprises et producteurs agricoles. Donc, François, son équipe au Québec, travaille très, très fort là, pour représenter les entreprises qui sont assujetties au salaire minimum provincial. Il y a eu des augmentations, pas juste au Québec, hein, il y a eu des augmentations pour le salaire minimum fédéral. Quand ça a été mis en place il y a 2 ans, c'était 15 $, puis là, c'est rendu à 16,65 $. Dans plusieurs provinces, depuis quelque temps, là, il y a des bonnes augmentations. Et donc, l'augmentation, c'est pour Josiane au Québec, mais c'est pour tous les entrepreneurs à l'échelle du pays. Puis, l'équipe fédérale ainsi que les équipes dans les différentes provinces communiquent régulièrement les enjeux reliés à l'augmentation rapide du salaire minimum et comment ça affecte la rentabilité des entreprises et comment ça les affecte également dans leur capacité à investir dans le développement et la croissance de leur entreprise. Donc, je n'ai pas une réponse plus précise que ça à vous donner, mais c'est un enjeu à travers tout le pays. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde de près. On a plusieurs communications à l'échelle du pays pour s'assurer là, que les recommandations qu'on met de l'avant sont bien comprises, sont connues. Et on fait beaucoup de travail là, pour ralentir le plus possible les augmentations qui pourraient vous nuire à votre rentabilité. Là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans l'onglet Q&A. Peut-être qu'on peut aller à la prochaine diapositive pour vous parler rapidement des prochains webinaires. Le prochain, c'est le 18 avril sur la succession et la relève entrepreneuriale. Donc, comme je le disais plus tôt, le 3/4 des propriétaires de PME veulent vendre leur entreprise d'ici 10 ans. Ça représente 2 000 milliards de dollars de transfert d'actifs
Et donc, évidemment, c'est énorme. Et puis, si vendre votre entreprise fait partie de votre plan en tant que propriétaire de PME, bien, on a des outils pour vous aider. On va vous les partager dans le cadre d'un webinaire le 18 avril. Ensuite, on a le 26 avril, le webinaire Perspectives économiques. Notre économiste en chef, Simon Gaudreault, va présenter une nouvelle édition de son webinaire sur les tendances et les perspectives économiques. Je vous dis, ratez pas ça, c'est très pertinent. Avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, tout ce que l'économie nous fait vivre ces temps-ci, Simon va partager des données qui sont très intéressantes et très pertinentes. Donc, inscrivez-vous. Ça, c'est les 2 prochains webinaires qui sont à l'agenda. Je voulais remercier Christina et la féliciter pour son premier webinaire avec vous aujourd'hui. Remercier Rachel et la féliciter pour tout le travail qu'elle fait en préparation de ces webinaires-là, mais également pour les informations qu'elle vous a transmises sur la taxe sur les logements sous-utilisés. L'ensemble de l'équipe, Magda, Astrid, Charlotte, un grand merci. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinaire par courriel avec un petit sondage pour savoir si vous êtes content et si c'est pertinent pour vous. Et puis, ben, je vous dis un grand merci. Jasmin, je vois une belle question de M. Jean-Guy Saint-Pierre qui demande est-ce que vous suggérez d'attendre avant de faire une vente d'entreprise à nos enfants ou si nous pouvons faire la vente maintenant, étant donné que nous ne connaissons pas les détails que le gouvernement voudra poser aux vendeurs afin de ne pas perdre l'exonération de gains en capital? Oui, ben, écoute, merci Rachel, c'est une excellente question. Vous pouvez vendre maintenant si vous voulez et vous allez avoir accès, vous allez avoir droit à la loi telle qu'elle s'applique aujourd'hui. Dans le budget, le gouvernement a mentionné qu'il souhaite faire des changements et que ces changements ne vont qu'être pour l'année 2024. Et donc, aujourd'hui, maintenant, si vous souhaitez vendre votre entreprise à vos enfants, ben, c'est sous le régime actuel que la transaction va se faire et donc sous les provisions qui sont connues sous la loi 208. Donc, très bonne question. Merci Rachel de l'avoir souligné. Alors, maintenant, c'est vrai, il n'y a plus de questions. C'est la fin. On vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci.